Et je crois que nous sommes connectés. Merci Valérian. Oui, en effet, tu allais dire que je suis avec Gilles Averrousse, et c'est vrai. Bonjour Gilles Averrousse. Bonjour. Vous êtes maire de Châteauroux, président de Châteauroux Métropole et également président de l'association Ville de France. Et récemment, vous avez revendiqué dans une tribune qu'on va évoquer dans un instant l'importance que les centres-villes soient davantage soutenus. Juste avant, il me semblait important peut-être de rappeler quelle est la genèse du programme Action Cœur de Ville qui a été lancé en 2018. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse et l'ambition de départ? Alors, la genèse du dispositif Action Cœur de Ville et de la création de ce programme national co-construit par des travaux qui étaient à l'origine portés par la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, le gouvernement et l'association des villes de France, Fédération des villes moyennes à l'époque, devenue Ville de France, c'était de faire un constat que les centres-villes avaient perdu en attractivité. Et pas que commercialement parlant. Évidemment, commercialement parlant, depuis les années 70, avec le développement des zones périphériques, avec aussi le départ d'une population qui, avant, j'allais dire, occupait et faisait le dynamisme économique des centres-villes, qui avait choisi un autre modèle d'habitat, plutôt pavillonnaire, plutôt en périphérie. On faisait face à une paupérisation de l'offre commerciale et du coup une baisse d'attractivité de nos cœurs de ville, des villes moyennes. Donc ce constat a amené à l'époque le gouvernement et les partenaires qu'on avait l'habitude de trouver autour d'autres dispositifs. Je pense notamment au renouvellement urbain. Autour de la table, vous aviez la Banque des territoires, vous aviez l'Agence nationale de l'habitat, Action Logement. Et bien ces mêmes partenaires, avec les élus locaux, ont décidé de prendre ce sujet du dynamisme des centres-villes à bras-le-corps, j'allais dire, et de porter un programme national qu'on a appelé Action Cœur de Ville et qui a démarré au 1er janvier 2018. Est-ce que vous pouvez nous partager un ou deux exemples de redynamisation de centres-villes qui sont particulièrement réussis selon vous? Alors, des exemples, on en a des centaines. Il y a une particularité qui fait la différence du programme Action Cœur de Ville, c'est que les villes ont été labellisées. Au départ, il y en avait 234. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 240, près de 250. La spécificité, c'est qu'il y a autant de programmes qu'il y a de villes éligibles. Il y a un cadre national, mais chaque ville, sous l'égide d'un chef de file, qui est la maire ou le maire, a décidé de faire son plan d'action. Et quand on prend aujourd'hui ce qui a fonctionné, parce que ce programme, il a fonctionné, on le sait, on mesure souvent avec la réduction de la vacance commerciale, c'est-à-dire le nombre de cellules qui sont désormais occupées comparé à celles qui étaient vides en 2017. On voit que dans les villes, Action Cœur de Ville, le dynamisme est revenu, c'est-à-dire que la vacance commerciale baisse plus vite que dans les villes qui ne sont pas dans le dispositif. Et ce qui fonctionne, c'est de maîtriser le foncier. Ça a été une des clés du succès. Alors, la première des clés, ça a été d'avoir un agent dédié, un manager du commerce souvent, mais aussi un agent chargé du suivi du dispositif Action Cœur de Ville, qui fait l'état des lieux, de l'avancée des actions, de ce qui fonctionne et ce qu'il faut quelquefois modifier. Donc dans les clés du succès, ce qui vraiment change la physionomie des centres-villes, je veux dire, il y a 3 types d'actions. La première, effectivement, c'est agir sur le foncier commercial, devenir propriétaire. Ça vous permet à la fois de maîtriser le montant des loyers, qui est une des conditions essentielles de la viabilité des commerces, aussi de choisir le type de commerce que vous allez réinstaller. Le deuxième type, alors si je voulais citer des villes pour illustrer ça, Belfort par exemple, c'est une des villes qui a, par l'intermédiaire de foncières, été le plus loin dans le terme de maîtrise des emplacements commerciaux. Vous avez d'autres villes qui ont, j'étais à Montélimar la semaine dernière, c'était vraiment leur levier d'action qui a mis en place tout un programme d'activités culturelles, événementielles et qui organise maintenant à l'année près de 140 événements en centre-ville et qui amènent du flux. Ça aussi, c'est un vrai accélérateur, j'allais dire, de redynamisation du centre-ville. Vous en avez d'autres qui ont travaillé sur le logement. C'était le cas en Angoulême, c'est le cas aussi à Vitré, c'est le cas dans la commune de Dole, où si vous allez à Dole, vous allez voir, il y a 200 logements qui sont en train d'être rénovés en cœur de ville parce qu'il faut ramener de la population. Pour donner un chiffre, 40% du chiffre d'affaires d'un commerce est fait par les habitants qui habitent autour. Donc il y a une vraie nécessité de ramener de la population. Ça suppose la transformation de l'habitat, parce qu'évidemment, les couples, même les retraités cherchent un retraité. Pour s'installer en cœur de ville, il va lui falloir un appartement accessible avec un ascenseur. Ce n'est pas toujours la physionomie des appartements qu'on a disponibles. Une famille qui veut s'installer, il va lui falloir un appartement un peu plus grand que ceux qu'on a. Il va falloir de la luminosité. Ça suppose du travail avec l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Donc c'est vraiment une multitude de leviers qu'il faut actionner en même temps, y compris sur la montée en gamme des espaces publics.
Ce programme Action Cœur de Ville, il a évolué, il s'est étendu par la suite. 6 ans plus tard, quel est votre état des lieux? Alors l'état des lieux, on l'a fait à l'époque avec le préfet Roland Mouchel-Blaiseau, avant que Dominique Consigne prenne la suite à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et cet état des lieux, il a amené à se dire que si les maires le voulaient, à chaque fois qu'ils le souhaitaient, donc il fallait intégrer les quartiers-gares. Quand ils étaient j'allais dire en centre-ville, la question ne s'était pas posée, ils avaient été intégrés dans la première génération, mais quelquefois votre quartier-gare, il a un peu des accès de votre centre. Mais on sait que c'est une porte d'entrée pour une bonne partie, pour évidemment des touristes, mais également pour des gens qui viennent travailler. Donc, ce qui a été rajouté, c'est les quartiers-gares et les entrées de ville, les pénétrantes, pour essayer d'améliorer, de redynamiser aussi ces axes pour conduire au mieux au centre-ville. Et les quartiers-gares, c'est aussi un enjeu en termes de disponibilité de foncier. Souvent, dans ces quartiers, vous aviez des hangars Cernam sur les anciens trains de marchandises, la logistique, qui nous permettent avec la difficulté que ça peut avoir, parce qu'il y a une multitude de partenaires à mettre autour de la table, mais de disposer d'un foncier qui est rare et qui peut avoir une plus-value pour y faire du logement, pour y faire de l'activité de loisirs, de l'activité économique. Voilà, donc ça, et pardon, je me permets quand même une question. Le fait que ce programme se soit étendu aux quartiers de gare, aux entrées de ville, est-ce que quelque part, ça ne vient pas desservir le projet initial qui était dédié au cœur de ville, au centre-ville? Excellente question. Sur les entrées de ville, quand ça a été demandé et voulu par les maires, c'était justement pour ramener du flux, pour embellir, pour avoir une continuité entre l'extérieur et le centre-ville. C'est vrai que ces derniers temps, on a vu d'autres programmes, notamment sur la reconversion des zones périphériques, les zones commerciales, qui peuvent être perçues comme antinomiques. Et nous, ce qu'on dit, c'est faire attention. Effectivement, il faut une cohérence. Parce que souvent, ces zones commerciales, elles sont sur d'autres communes que la commune centre. On prône à Ville-de-France le fait de travailler à l'échelle de l'intercommunalité et que la ville-centre soit vraiment autour de la table pour valider ce qui va se faire dans ces périphéries-là et qu'il y ait un pouvoir de décision fort du maire de la ville-centre. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on aille réinvestir beaucoup d'argent public en périphérie pour recréer des cœurs de ville. Vous savez qu'on parle aujourd'hui des grands parkings de ces zones commerciales, qu'il va falloir trouver d'autres vocations, peut-être y recréer de l'habitat. On sait que les gestionnaires ont souvent envie d'y recréer comme des places de village, comme y ramener du petit commerce. On a déjà vu des boulangeries plutôt industrielles, mais il ne faut pas que ça soit en concurrence avec ce qu'on est en train de faire parce que ce qu'on a fait dans le cœur de ville apporte des résultats, on le mesure au quotidien, mais le commerce reste fragile. On le voit, nos petits commerçants n'ont pas encore aujourd'hui une rentabilité qui est exceptionnelle. On a par contre des prix de loyer qui continuent par l'indexation sur l'inflation et tout ça à augmenter. Et donc, et notamment depuis Noël dernier, donc les 6 premiers mois de l'année sont très difficiles pour nos commerçants. Donc il ne faudrait pas aller investir en périphérie pour leur recréer de la concurrence, alors même qu'on n'a pas encore totalement réussi le challenge de la revitalisation des centres-villes. Il nous reste 3 minutes. Ça me semblait, il était important qu'on puisse s'intéresser justement face à ces problématiques. Quels sont selon vous les leviers et les solutions qui permettraient de continuer à soutenir la redynamisation des centres-villes et des cœurs de ville? Quelles seraient vos propositions? Alors très concrètement, ce qu'on demande aujourd'hui à l'État, c'est d'aller plus loin dans le dispositif et peut-être de réinitier des choses qui ont fonctionné par le passé. Si je prends un exemple très concret, on avait un fonds de soutien aux activités artisanales et commerciales qui était le FISAC, qui permettait de subventionner une modernisation d'un équipement de production ou un magasin pour un commerçant. Ça, c'était assez essentiel. Nous, aujourd'hui, on dit qu'il faut vraiment revenir en soutien de nos commerçants, peut-être en verdissant d'ailleurs les investissements. On leur dit de ne pas fermer les portes pour garder la clim à l'intérieur, mais quand vous avez des vitrines qui datent d'il y a 40 ans et qui sont des passoires, peut-être qu'il faut les aider aussi à faire ces investissements-là. On dit aussi qu'il faut donner aux maires les outils, notamment fiscaux, pour accélérer la reconversion de bâtiments qui sont encore à l'abandon. On a une taxe sur les locaux commerciaux vacants qui n'est pas aujourd'hui assez dissuasive. C'est une revalorisation de la base commerciale. Elle a un effet psychologique, mais elle n'a pas un effet financier très fort. Donc il faut libérer la possibilité de taxer ces locaux commerciaux pour les remettre sur le marché. Voilà, il faut vraiment se poser la question de la fiscalité sur les commerces parce que quand on compare avec la périphérie où souvent les taux d'imposition sont plus bas, il y a une vraie concurrence déloyale entre les implantations en périphérie et les implantations en centre-ville. Voilà, il y a quelques sujets. La nécessité d'avoir la maîtrise du choix d'implantation. Exactement aussi, de se dire que dans nos documents d'urbanisme, qu'on puisse choisir le type d'activité qui va être installé pour éviter d'avoir des choses annexes, trop de banques, trop de restauration rapide, trop de barbeurs. On voit une évolution aujourd'hui, plus d'un tiers des installations sont des installations sur la restauration.
de restaurants. Et donc, ça change aussi la physionomie de nos centres-villes. Qui dit restaurant, dit terrasse, dit besoin de végétaliser, de créer de l'ombre, tout ça. Voilà, donc le monde change, les pratiques du commerce évoluent et il faut que nos outils évoluent aussi vite. Et c'est les propositions que vous portez, j'imagine, avec Ville-de-France. Exactement, avec Ville-de-France, avec Centre-Ville en Mouvement aussi, qui est une association qui intervient beaucoup, présidée par Philippe Laurent sur ces sujets-là. Merci. Merci beaucoup, Gilles Gilles Averrouz, pour votre présence aujourd'hui. Merci encore. Et bon printemps des territoires. Et c'est la fin du programme de notre studio. Déjà, c'est passé vite. C'est passé très vite, 7h15. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On va reprendre dans un instant la grande scène, mais je tenais à saluer et remercier aussi les équipes de Vélotipi qui vous permettent de suivre toute cette journée. Je suis admirative. Voilà, non mais en transcription, vous voyez, en direct, avec le sous-titrage en direct pour suivre cette journée, et c'est important. Donc voilà, comme tu le disais, reprise de la grande scène, toujours en direct sur LinkedIn, et évidemment ici au 104 à Paris, on donne la main à Acha pour la suite dans quelques minutes. Le printemps des territoires se poursuit aussi sur tous les autres espaces. À bientôt Caroline. À bientôt Valérian, et bonne suite de printemps des territoires. Bon après-midi. Bon après-midi.